et bon réveil. Merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est ensemble pour 2 heures d'actualité et au sommaire de cette édition. Avant tout, cette question. Le combat acharné de Binyamin Netanyahou contre l'accord nucléaire de l'Iran est-il en train de se retourner contre lui? Effet boomerang, la signature approche et Israël a perdu toute influence dans le dossier. Et puis, ce drame hier soir en Égypte, plus de 20 morts aux abords d'un stade de foot dans la banlieue du Caire. Le détail dans un instant. Enfin, on parlera aussi ce matin de la situation en Ukraine qui reste extrêmement tendue. Aucune réelle percée diplomatique malgré les efforts d'Angela Merkel et François Hollande. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Bonjour à nos invités. Yoshua Amishav, merci d'être avec nous. Bonjour. Ancien diplomate israélien, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Merci à vous aussi d'être avec nous. Et bonjour Cyril. Bonjour Barbara. On se plonge pour démarrer dans la presse arabe et israélienne ce matin avec tout d'abord un mot de politique israélienne. On le sait, la campagne bat son plein et les journaux israéliens reviennent ce matin sur les promesses électorales de Binyamin Netanyahou. Oui, à commencer par le quotidien israélien Israël Hayom, qui on le sait proche du pouvoir et qui revient ce matin sur cet engagement du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou à former un gouvernement, je cite, sans la gauche, si toutefois c'est lui qui, au matin du 18 mars, était de nouveau appelé à être aux affaires. Un immense fossé idéologique me sépare du duo Herzog-Livni, les deux personnalités qui forment, comme vous le savez, la liste du centre-gauche, le camp sioniste. Voilà ce qu'a dit donc Binyamin Netanyahou, c'était hier soir lors d'un meeting électoral qui se tenait à Jérusalem. Il a en revanche confirmé que la formation sioniste religieuse du foyer juif serait, ferait partie du prochain gouvernement, si toutefois, comme je le disais, Binyamin Netanyahou était appelé à le former. C'était aussi hier, Barbara, le premier rendez-vous de Binyamin Netanyahou avec l'électorat francophone dans un grand hôtel de Jérusalem. Binyamin Netanyahou qui a de nouveau appelé les juifs de France à émigrer massivement vers Israël, revenir donc dans leur dans leur patrie, bien sûr, vous l'avez compris. Cet appel, Yoshua Amishav, de Binyamin Netanyahou, vous le comprenez? Vous êtes d'accord avec lui? Oui, il ne faut pas... Quand il faut venir critiquer, on critique, mais il ne faut pas lui faire de mauvais procès. Pas tout à fait normal qu'un Premier ministre israélien, c'est la base de l'idéologie sioniste, je veux dire qu'il soit de droite ou de gauche, pas tout à fait normal qu'il s'adresse aux Juifs du monde en leur disant, évidemment, il y a la manière de le faire, il y a le timing, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais il paraît tout à fait normal qui tiennent un discours de cela. La question du timing est délicate. Est-ce que c'est un appel qu'on fait dans un tel moment de crise? Vous savez, la crise, malheureusement, vous parlez de la crise de l'antisémitisme en France, c'est ça justement qui pousse les Juifs aujourd'hui à quitter la France. Ça n'est pas nouveau que les appels officiels d'Israël aux Juifs de diaspora de faire leur alia, autrement dit d'émigrer en Israël, irritent les gouvernements étrangers. Pourquoi? Parce que c'est vrai, la France n'est pas l'Union soviétique et n'empêche pas les Juifs de France de partir. D'un autre côté, Israël s'est proclamé officiellement dans sa propre déclaration d'indépendance. La déclaration d'indépendance d'Israël appelle les Juifs à venir en Israël. Tous les premiers ministres israéliens depuis la formation de l'État ont toujours appelé aux Juifs à venir en Israël. Alors c'est vrai que vis-à-vis des pays qui sont des pays libres, cela crée parfois des problèmes diplomatiques, mais cela a toujours été la ligne de tous les premiers ministres israéliens. Allez, on parle d'un autre dossier qui nous préoccupe ce matin, c'est le dossier du nucléaire iranien. La date butoir approche à grands pas et les Iraniens ont minimisé ce week-end un possible échec. Barbara, qui a déclaré pas d'accord plutôt qu'un mauvais accord sur le nucléaire iranien? Si vous répondez Netanyahou, vous avez raison, sauf qu'hier le Premier ministre israélien a été rejoint par une personnalité inattendue. Le voici en une d'une Tehran Times, c'est le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Pas d'accord à tout prix, a-t-il répété dimanche, tout en se disant favorable à une poursuite des négociations pour parvenir à un bon accord, je cite, en une seule étape et un accord transparent. Et puis en une du Jerusalem Post, ce quotidien israélien en langue anglaise, on apprend ce matin que le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif excluent tous les deux une prolongation des négociations
au-delà de la date butoir du 31 mars. On va en reparler dans un instant avec nos invités, mais avant cela un mot de l'Égypte avec cette visite très médiatisée de Vladimir Poutine. Et oui, pour évoquer la vieille amitié entre le Caire et Moscou, le quotidien Al-Masri Al-Yom a même été fouillé dans ses archives pour ressortir une photo en noir et blanc qu'on verra pas très certainement ce matin des dirigeants Nasser et Khrouchtchev pendant la guerre froide. Bienvenue à Poutine, ami de l'Égypte. Voilà ce que titraient en une ce matin nos confrères du quotidien égyptien Al-Akhbar. Le président russe qui entame aujourd'hui donc une visite de 2 jours au Caire, une visite qui, vous le savez, fait écho à celle d'Abdel Fattah al-Sisi en Russie, c'était en août dernier. Moscou et le Caire s'étaient alors mis d'accord pour renforcer leur coopération, notamment dans le domaine militaire. Et le journal qui rappelle que l'Égypte, deuxième cliente de la Russie, a réchauffé ses relations avec Moscou après le léger coup de froid avec Washington. C'était donc au lendemain du printemps arabe. Et dans un entretien accordé au plus vieux quotidien d'Égypte, Al-Aram, Vladimir Poutine en personne a estimé que ce qui se passe en Syrie et en Irak était dû, je cite, aux ingérences étrangères et à la distinction faite par les grandes puissances entre les bons et les mauvais terroristes. Voilà, et on termine par un mot de sport. Et oui, l'homme qui fait la une ce matin du supplément sportif du Yediot Ahronoth israélien, c'est Avram Grant, le sélectionneur israélien des Black Stars du Ghana, et qui, vous le savez, a vu hier son équipe donc s'incliner face à la Côte d'Ivoire. C'était en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, une défaite à l'issue d'une interminable séance de tirs au but, 9-8. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Cyril. Et on en vient donc à cette question, elle nous préoccupe ce matin. Le combat acharné de Binyamin Netanyahou contre le programme nucléaire iranien est-il en train de se retourner contre lui? Vous le savez, le vice-président américain a annoncé qu'il n'assisterait pas au discours de Binyamin Netanyahou prévu le mois prochain devant le Congrès américain. Et dans le même temps, les négociations avancent. On l'a dit, la date butoir d'un accord approche à grands pas. Résumé en images. Rencontre informelle entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif ce dimanche à Munich. Les deux hommes se sont réunis pour la 2e fois en marge de la conférence sur la sécurité qui rassemble en ce moment le groupe des 5+1. Les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne planchent inlassablement sur le dossier du nucléaire iranien. Un dossier réouvert en novembre 2013 sur la base d'un accord intermédiaire, gèle d'une partie des activités nucléaires de l'Iran en échange d'une levée partielle des sanctions qui plombent son économie. Mais depuis près de 2 ans, les négociations stagnent. La date butoir d'un accord final a été repoussée à plusieurs reprises. Je crois qu'une nouvelle extension n'est dans l'intérêt de personne, comme je ne croyais pas que cette extension-là était nécessaire ou utile. L'ayatollah Khomeini, le guide suprême iranien, s'est exprimé sur son site internet. Selon lui, aucun accord vaut mieux qu'un mauvais accord. Un avis partagé par les pays occidentaux qui préfèrent repousser l'échéance plutôt que de céder aux exigences iraniennes. Téhéran revendique son droit à une filière nucléaire civile complète et demande la levée totale des sanctions économiques. Israël, qui reste l'ennemi numéro 1 de l'Iran, s'inquiète de l'issue des négociations. Les grandes puissances mondiales et l'Iran sont en voie de trouver un accord qui permettrait à l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Nous allons tout faire et nous allons prendre toutes les mesures pour contrecarrer un accord nuisible et dangereux qui menacerait fortement l'avenir et la sécurité de l'État d'Israël. L'Occident exige de l'Iran une réduction significative de ses capacités nucléaires qui l'empêcherait d'accéder à l'arme atomique. L'Iran dément toute velléité militaire. Un accord politique devrait d'abord être conclu avant le 31 mars pour enfin déboucher sur un accord final incluant tous les aspects techniques le 1er juillet prochain. Est-ce que l'heure de vérité approche sur le dossier nucléaire iranien? C'est ce que disent en tout cas les Américains et les Iraniens, puisqu'on s'approche effectivement de la date butoir, bien que dans le passé, il y a eu également des dates butoirs qui ont été repoussées. Cette fois-ci, John Kerry semble être sérieux lorsqu'il dit que cette fois-ci, il n'y aura pas une énième repoussement de la date butoir. Donc je pense que oui, on semble s'approcher de l'heure de vérité, à savoir, y aura-t-il oui ou non un accord qui fera de l'Iran finalement un pays, ce qu'on appelle de seuil nucléaire, autrement dit un pays qui en quelques mois, selon sa décision, selon son timing, pourra obtenir l'arme nucléaire. L'Iran va devenir une puissance nucléaire aux yeux et à la barbe de tous?
Bien entendu, il faut espérer que non, mais je pense, sans être bien entendu, personne d'entre nous n'a accès à la vraie négociation et aux dossiers qui sont sur la table. Je pense qu'il est clair pour la communauté internationale que le nucléaire iranien n'est pas un problème exclusivement israélien. Bien entendu, on est aux premières loges, nous, si j'ose dire, mais il est évident qu'un Iran nucléaire est une menace pour l'ensemble du monde, et très certainement du monde occidental. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que personne à Washington, à Paris et nulle part ailleurs n'est suicidaire, que les gens ont pris la mesure du dossier iranien, et c'est pour ça que je suis perplexe quand même sur ce qui se passe par rapport aux initiatives diplomatiques de notre gouvernement pour le moment. Alors justement, on l'a vu, Benyamin Netanyahou déclare qu'il ne laissera pas faire un mauvais accord. Est-ce qu'il a encore une marge de manœuvre dans ce dossier? On va en parler de cette machine diplomatique que Benyamin Netanyahou a mis en place pour contrer l'Iran. Pour le moment, est-ce que ça marche? D'abord, c'est grâce à lui que le dossier iranien est devenu un dossier numéro 1 sur la communauté internationale, qu'il y a aujourd'hui de véritables négociations qui ont lieu avec l'Iran, et cela fait contraste avec d'autres dossiers, avec d'autres projets nucléaires, des pays qui se sont dotés de l'arme nucléaire, en dépit de l'opposition de la communauté internationale, parce que la communauté internationale ne les a pas empêchés. Je pense à l'Inde, je pense au Pakistan, je pense à la Corée du Nord. Tous ces pays sont devenus des pays nucléaires et la communauté internationale a laissé faire. Il n'y a que sur le dossier iranien que la communauté internationale s'engage. On peut être pour ou contre la façon dont elle négocie, mais cela est au crédit de Benyamin Netanyahou depuis plus de 10 ans d'avoir mis ce dossier au centre des sujets internationaux. Et donc ça, c'est à son crédit. On a longuement parlé des faux pas diplomatiques de Benyamin Netanyahou face aux Américains, notamment sur ce dossier iranien. Dernier exemple en date, ce discours devant le Congrès américain que Benyamin Netanyahou semble vouloir maintenir à tout prix. On a parlé d'un effet boomerang. Est-ce que cet effort diplomatique de Benyamin Netanyahou va se retourner contre lui? Est-ce que les Américains en ont assez des requêtes maladroites de Netanyahou sur ce dossier? Écoutez, il y a une exaspération totale à Washington, je pense que tout le monde la voit. Et de la même manière que je n'ai absolument pas compris les critiques qui ont été formulées à l'encontre de Benyamin Netanyahou quand il est parti à Paris après les attentats et qu'il a défilé. Enfin, il me paraissait inconcevable que le Premier ministre israélien ne soit pas là-bas, même si les Français pensaient autrement. Mais là, par contre, j'avoue une très grande perplexité, parce que Benyamin Netanyahou, qui est lui-même ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, ancien diplomate israélien de premier plan et un des meilleurs que ce pays ait jamais compté, sait très bien qu'il est déjà comme ça, avant l'incident actuel, pratiquement gris à Washington, qu'il y a une grande colère américaine par rapport aux promesses de deux États pour deux peuples, le fameux discours de Bar-Ilan qui n'a jamais été suivi des faits, que son ministre des Affaires étrangères, d'Obama, John Kerry, a été ridiculisé, je dirais même pratiquement insulté à plusieurs reprises par certains des ministres les plus importants du gouvernement Netanyahou sans que le Premier ministre juge utile d'y mettre de l'ordre. Alors, est-ce qu'il est sincèrement persuadé que son discours au Congrès, c'est ça qui va tout changer, que l'administration américaine va se dire « Ah, mais comment est-ce possible qu'on n'avait pas compris ça maintenant que Bibi est venu nous expliquer tout ça, maintenant on a compris ?» Ça me paraît jouer... il y a là une espèce de coup de poker politico-diplomatico-médiatique dont le prix peut être très élevé pour Israël. Politiques, nationaux, intérieurs. Écoutez, je suis parfaitement convaincu de sa sincérité. Il est bien entendu, c'est quelqu'un qui probablement dort pas bien la nuit parce que lui, il est pratiquement le seul en Israël à savoir les choses les plus secrètes et les plus confidentielles. D'un autre côté, on ne peut pas nier, on n'est pas naïf non plus quand même, Barbara, qu'une image comme celle-là, aux 20h, toute chaîne confondue ici en Israël, ça ne peut pas lui nuire à quelques jours des élections. Mais par contre, ce qui se passera quand on verra en arrière-plan que le fauteuil à droite du speaker, du président du Congrès, qui est réservé au vice-président Biden, n'est pas occupé, je pense que là, les gens comprendront qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. Et dans l'isolement qui va grandissant, l'isolement d'Israël qui va grandissant, jouer si gros sur les relations entre Jérusalem et Washington, ça me paraît
à la limite incompréhensible. Alors incompréhensible, dangereux même pour Israël, diront certains. J'aimerais vous citer un édito qui est paru ce week-end dans le Haaretz. Il est signé Barak Ravid. Barak Ravid signe son article en disant « Binyamin Netanyahou, c'est l'arme secrète du régime iranien ». Il écrit ceci: « Si Binyamin Netanyahou n'existait pas, les Iraniens l'auraient inventé. Il peut se targuer d'avoir détruit la relation avec les États-Unis beaucoup plus rapidement que la construction de nouvelles centrifugeuses iraniennes. Binyamin Netanyahou a obtenu l'effet inverse sur le dossier iranien. » D'abord, cela ne fait que confirmer la crétinerie de Barak Ravid, dont on connaît les articles et qui a une obsession avec Binyamin Netanyahou. Ça ne m'étonne pas de ces articles. Chaque semaine, Barak Ravid écrit ce genre d'articles complètement ridicules. Il n'est pas l'arme secrète de l'Iran, Binyamin Netanyahou. Et encore une fois, je ne pense pas que cela vaille la peine de parler des articles de Barak Ravid qui sont radicaux, extrémistes, insultants, c'est son style. Je pense qu'il faut parler de la substance. Nous devons parler de la substance, de savoir si oui ou non. Aujourd'hui, il y a finalement des articles, pas seulement ceux de Barak Ravid dans le Haaretz, qui sont complètement hystériques vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, mais j'ai vu par exemple même ce matin sur Ynet, le site de Yediot Ahronot, qui parle même qui décrit les conséquences désastreuses de ce discours, même sur l'économie israélienne, que les gens vont perdre leurs emplois parce que Benjamin Netanyahou va parler au Congrès. Vous imaginez un peu à quel point à quel niveau on est descendu. Ce n'est pas à cause du discours seulement, c'est à cause d'avoir mis à mal la relation entre Israël et les États-Unis, qui est une relation stratégique cruciale pour la survie d'Israël. C'est ça que disent ces articles. Mais qui a mis à mal cette relation? L'administration Obama elle-même, je vous rappelle, s'implique dans les élections en Israël. Binyamin Netanyahou n'y est pour rien. Benjamin Netanyahou, ce n'est pas lui qui a demandé à Barack Obama d'envoyer le conseiller politique des élections de Barack Obama, Jeremy Byrd, qui fait la campagne du Parti travailliste en Israël. Il faut le dire, cette organisation V5 qui est financée par le State Department. Donc il y a une ingérence du gouvernement américain dans l'élection israélienne. Il y a, on le sait, des désaccords sur le dossier iranien entre Israël et les États-Unis, mais l'administration Obama, on parlait tout à l'heure de John Kerry, qui soi-disant, vous avez dit, a été ridiculisé par des ministres israéliens. Mais John Kerry n'a pas besoin d'être ridiculisé, il est ridicule. Il a été jugé récemment comme le pire ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Écoutez, moi je veux bien que chaque journaliste qui n'encense pas le Premier ministre soit immédiatement traité de ridicule et d'hystérique, que chaque... Je critique moi-même le Premier ministre, je maintiens mes propos sur Barak Ravid. Mais c'est votre droit le plus absolu. Simplement, je veux bien aussi que tout ancien chef du Mossad, chef d'état-major, chef du Shabak et général d'armée israélienne qui pense que la politique suivie par le gouvernement, il y en a une centaine déjà qui sont sortis dans une pétition public spectaculaire qui, dans n'importe quel autre pays, aurait secoué l'opinion publique. Et ici, bon, je ne sais pas, on a des lois probablement particulières. Je veux bien que tous ces gens-là, dès qu'ils ne sont pas avec le petit doigt sur la couture du pantalon, c'est tout de suite des traîtres à la solde de l'adversaire ou de l'ennemi. Non, je ne parle pas de vous, mais je parle du langage qui est tenu. Monsieur Erdan, par exemple, c'est le spécialiste. Dès que Yitzhak Herzog dit quelque chose qui, évidemment, ne concorde pas avec la politique du Premier ministre, la réponse de Gilad Erdan, qui est aujourd'hui un des leaders les plus importants du Likoud et peut-être à l'avenir un futur Premier ministre, sa réponse classique c'est « Ah, je voudrais quand même tellement qu'en période de crise, l'opposition manifeste plus de responsabilité et ne fasse pas le jeu de l'ennemi ». Avec ce genre de discours-là, on ne va nulle part. Ça peut aussi se terminer très mal, on l'a vu il y a une vingtaine d'années. Donc moi je pense que... Revenons au débat de fond. Est-ce que Binyamin Netanyahou a mis en danger la relation stratégique d'Israël avec les États-Unis ? Écoutez, j'espère que non, je crains que oui, parce que, écoutez, Barack Obama est encore pour 2 ans, 1 an et demi, 1 an, 9 mois à peu près à la Maison-Blanche. On a déjà vu qu'il a envoyé son adjoint Biden, son vice-président, rencontrer Yitzhak Herzog à Munich. À mon avis, c'est le hors-d'œuvre. Il va y avoir d'autres choses. Vous savez, même quand vous êtes l'homme le plus puissant du monde occidental, comme Barack Obama, le chef du monde libre, etc., vous n'en êtes pas moins homme, comme dans le Tartuffe de Molière. Et vous ne pouvez pas, sans arrêt, provoquer
chercher un affrontement. Vous savez, professeur Navon, vous parliez de l'ingérence de l'administration dans la politique israélienne. Moi, je veux bien. Mais ce que j'ai vu, moi, aux élections précédentes, c'est une ingérence massive du gouvernement israélien et du Premier ministre dans la campagne présidentielle américaine. Alors parlons-en, ce soutien de Benjamin Netanyahu à Mitt Romney, ce républicain, face à Barack Obama. Est-ce que la rencontre ce week-end de Biden avec Herzog, le chef de l'opposition, c'est un retour de bâton à ce soutien de Benjamin Netanyahu à Mitt Romney? Il n'y a pas de retour de bâton. Je m'excuse de vous interrompre, mais c'est tout à fait mineur. Ils se sont croisés pour 2 minutes et demie, ils se sont serrés la pince. C'était plutôt une photo, une occasion de photo. Moi, je vous parle à propos de Mitt Romney. Les choses sont claires. Elles ont donné lieu même à des manifestations d'humour. À l'époque, il y avait une caricature qui était parue avec Mitt Romney le soir de sa défaite électorale. On voyait sa femme en arrière-plan sur un dessin paru dans la presse américaine. Elle décrochait un panneau électoral de Mitt Romney et Mitt Romney lui dit « Bon, je vais téléphoner à Bibi parce qu'il doit être très triste ce soir. » Je veux dire, quand on en arrive là, la poignée de main un peu aléatoire, il faut dire quand même, entre Herzog et Biden ne peut pas y comparer à ça. Dan Shapiro, qui est l'ambassadeur américain en Israël, a déclaré dans une réunion la semaine dernière au ministère des Affaires étrangères que cette politique du gouvernement Netanyahou aura un prix, que les Israéliens paieront le prix de notamment cette ingérence israélienne dans la politique américaine, de ce discours, il parlait de ce discours de Benjamin Netanyahou au Congrès. Il a été invité par le Congrès. Par les Républicains. Il a été invité derrière par le dos le de la Congrès. Maison-Blanche. Il a été invité par le Congrès. Donc parler d'ingérence israélienne, alors même que, encore une fois, et c'est pas seulement Obama, lors de l'administration Clinton, je vous rappelle que Bill Clinton en 1996, à la veille, véritablement, Obama a dit que c'était une tradition de la Maison-Blanche de ne pas inviter de candidats à la veille d'élection, mais en 1996, il a invité Shimon Peres, le candidat du Parti travailliste, à 1 ou 2 semaines de l'échéance électorale à la Maison-Blanche, et en appelant ouvertement les Israéliens à voter pour le Parti travailliste. En 1999, Bill Clinton a envoyé Stan Greenberg, son conseiller politique, pour aider Ehud Barak. C'était tout ça complètement ouvert. Aujourd'hui, Barack Obama et le département d'État financent l'organisation One Voice, qui elle-même finance V15 pour faire la campagne du Parti travailliste. Si ça n'est pas de l'ingérence, alors je ne sais pas ce que c'est de l'ingérence. Il y a toujours, oui, vous avez parlé tout à l'heure de Mitt Romney, les dirigeants ont leurs préférences. Mais il y a une différence entre rencontrer un candidat de la même manière que John Biden a rencontré Yitzhak Herzog et que Netanyahu à l'époque avait rencontré Mitt Romney, et financer des organisations avec l'argent du contribuable pour faire partie des élections. Il y a là une grosse différence. Donc l'ingérence, elle est essentiellement du côté américain. Et encore une fois, faire toute une histoire, parce que Netanyahu a rencontré Mitt Romney pendant les élections, il ne faut quand même pas exagérer et mettre les choses dans leurs proportions. Alors pour finir sur ce dossier, si Benjamin Netanyahou emporte l'élection du mois de mars, est-ce qu'on se dirige vers un gel implicite de relations israélo-américaines jusqu'à ce que Obama quitte la Maison-Blanche en tout cas? Non, je ne crois pas qu'on en arrivera là. Vous savez, l'alliance entre Israël et les États-Unis est très certainement une alliance d'intérêt, mais elle va beaucoup plus loin et il y a quand même tout un corpus de valeurs qui sont partagées. Le président Obama sait aussi que l'opinion américaine est massivement pro-israélienne, donc je crois que non, je ne pense pas qu'il faille faire des scénarios catastrophes. Par contre, il peut y avoir un refus américain de nous aider. Écoutez, professeur Navon, vous êtes spécialiste des relations internationales, vous le savez comme moi. Lorsqu'il y a une scène où l'ambassadeur d'Israël rencontre John Kerry, 2 jours avant que la publication du discours de Netanyahou au Congrès soit faite, et il n'informe pas le ministre des Affaires étrangères américain, le secrétaire d'État, que ça va se produire, je pense qu'on met la main dans le feu. Donc ce qui va se passer... Il n'y a aucun doute que Ron Dermer a fait un faux pas diplomatique, c'est évident. Oui, mais est-ce qu'il l'a fait, vous savez, est-ce qu'on va faire sauter le fusible d'Dermer ou est-ce qu'il a agi sur instruction de Jérusalem? Nous savons... je veux dire, on ne va pas s'étendre là-dessus. Je ne pense pas que Dermer ait pris quelque initiative que ce soit de son propre chef. De son propre chef. Ron Dermer, quand même, il faut expliquer aux téléspectateurs qui il est. Il a été nommé par Benjamin Netanyahou comme ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Il a été un proche conseiller de Benjamin Netanyahou. C'est un Américain. Il est né dans la marmite républicaine et on dit de lui qu'il n'est pas un diplomate, mais qu'il est un agent politique finalement au service de la carrière de Benjamin Netanyahou. Est-ce que là aussi, sa nomination et son travail à Washington est une insulte de plus à Barack Obama? Vous avez, tous les ambassadeurs israéliens à Washington ont toujours été des nominations politiques, d'accord? Ça a toujours été le cas.
Et je dirais que le seul Premier ministre qui n'avait pas fait de nomination politique à Washington, c'était Menachem Begin. À l'époque, Simcha Dinitz, notre ambassadeur à Washington, qui avait été nommé par les gouvernements travaillistes, dès l'élection de Menachem Begin, avait demandé à Begin quand est-ce que vous voulez que je parte. Il a dit mais non, vous restez. Lui-même était très étonné. À part cela, toutes les nominations à Washington ont toujours été politiques. Donc là, encore une fois, faire du cas d'Hermer un cas à part. Est-ce que son travail est constructif, en tout cas, pour les bonnes relations israélo-américaines? C'est l'essence même de son travail. Je suis le premier à avoir dit qu'il a fait une erreur grave même dans le cas, dans sa rencontre avec Kerry. Mais de là à dire que c'est la seule nomination politique à Washington, c'est aberrant. Il n'est pas plus une nomination politique que ses prédécesseurs. Oui, il a fait une erreur diplomatique. Est-ce qu'il est plus une nomination politique que ses prédécesseurs? Non. Non, sans aucun doute là-dessus, je pense qu'on ne peut pas discuter. Non, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il ne se passe pas de jour. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je crois qu'une partie de l'opinion publique israélienne non plus. Il n'y a pas une seule journée au long de l'année où l'État d'Israël, le gouvernement israélien ne demande pas à l'administration américaine, quelle qu'elle soit, c'est pas une affaire d'Obama, c'est depuis toujours, son intervention sur tel ou tel sujet. Maintenant, les sujets deviennent beaucoup plus graves. Ça a toujours été des histoires de diplomatie, de politique, d'économie, faciliter un accord commercial, empêcher une initiative à l'ONU, mettre son veto. Maintenant, on parle déjà du tribunal, par exemple, international de La Haye, qui est saisi, et on compte beaucoup sur les Américains pour lorsque vous multipliez les points de friction et des points de confrontation, vous devez vous attendre à ce qu'il y ait des retours de manivelle. Et vous aurez, je suis sûr, on n'aura pas une crise ouverte dans les relations américaines, mais je vous renvoie à l'époque d'Yitzhak Shamir, où il y avait eu un affrontement violent entre Yitzhak Shamir, c'est au début des années 90, Premier ministre d'Israël à l'époque, et le président Bush, le père de George Bush. Et lui, il n'avait rien fait du tout. Il n'avait pas ni gelé les relations, ni fait quoi que ce soit. Il avait simplement fait un geste. Il avait arrêté l'octroi des garanties financières américaines pour tous les emprunts qu'Israël levait à travers le monde. Or, vous savez que nous sommes un pays qui, par la force des choses, doit emprunter. Alors, lorsque ces emprunts que nous faisons sont couverts par des garanties américaines, ils ont une certaine... Il faut quand même préciser que... C'est ce qui avait coûté, professeur Lavon, vous vous en souvenez comme moi, c'est ce qui avait coûté à Yitzhak Shamir les élections de 92. Il s'agissait d'une garantie bancaire américaine de 10 milliards de dollars. Et vous savez pourquoi le gouvernement Bush avait refusé de la donner? Parce que Shimon Peres et le Parti travailliste avaient demandé, c'est eux qui avaient demandé au gouvernement Bush, ça avait été fomenté. Ils ont trahi. Non, ils n'ont pas trahi ça, c'était de la politique politicienne avant les élections. Si, c'est documenté, c'était Shimon Peres. Mais c'est un fait, je n'accuse personne de trahison, c'est un fait. C'est un fait historique que Shimon Peres à l'époque avait demandé à George Bush de geler l'emprunt. Ce dossier fait débat, il continuera de faire débat. Merci Emmanuel Lavon d'avoir été avec nous. Yoshua Mishav, on se retrouve après un nouveau journal. On parlera notamment de ce drame hier soir en Égypte, plus de 20 morts aux abords d'un stade de foot. Le détail donc après un nouveau journal. Restez avec nous. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous et on en vient à ce drame. Hier soir en Égypte, plus de 20 morts aux abords d'un stade de foot. On est en plateau avec Yoshua Mishav qui est resté avec nous, Cyril rebonjour et Ali Waked, notre spécialiste du monde arabe. Il s'est passé quoi hier soir au Caire? Ce qui s'est passé, c'est que selon les autorités égyptiennes, il y avait des milliers de supporters qui sont venus pour voir le match sans pour autant avoir des tickets. Vous savez, depuis 2012, les autorités égyptiennes ont limité à 10 000 le nombre de supporters permis à atteindre le même match. Parce qu'on rappelle, en 2012, à Port Saïd, des violences similaires et des dizaines de morts également. Des 74 morts qui ont été tués en 2012 et les supporters ont accusé la police en 2012 d'avoir tiré là-dessus pour se venger du rôle joué par les supporters de football, notamment les Ultras de l'Ahli, le plus grand club de foot dans le pays, dans la révolution de 2011. Qui sont ces supporters? Est-ce que ce genre de manifestation en Égypte est avant tout politique?
Ils ne sont pas avant tout politiques, mais oui, depuis 2011, les supporters de foot ont découvert qu'ils sont une force. Ils sont quelques milliers, voire parfois dans les grands clubs, quelques dizaines de milliers. Et une descente à la rue de quelques dizaines de milliers peut embarrasser les autorités. Et ça, ce que les autorités veulent éviter depuis 2011, le fait qu'il y a des milliers de supporters organisés autour d'un même but, autour d'une même passion, qui apportent leur force à une protestation d'ordre politique et social. Les manifestations, dans le sens classique du terme, sont toujours interdites en Égypte et que finalement, la seule façon de se réunir massivement, ce sont ces matchs de foot. Et les autorités sont en train de faire tout pour que les gens ne se réunissent pas. La police essaie d'éviter l'arrivée dans les grandes cours de l'Égypte, notamment duquel la police est en train de faire tout pour que les gens ne manifestent pas en Égypte. Et Barbara, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est le club qu'on considérait le club de la couche sociale la plus élevée en Égypte, Al-Zamalek. En 2011, c'était Al-Ahli, le rival, les rouges, les socialistes, etc. Mais cette fois-ci, c'est les supporters d'Al-Zamalek, le club soutenu par l'élite égyptienne, l'élite de la capitale. Et cela n'a pas évité la police de faire tout pour leur éviter de rentrer au stade. Maintenant, selon la police, officiellement, c'est la bousculade qui a fait ce nombre de morts et il n'y avait pas de tir de la part de la police. Un mot de ce qui se passe en Égypte, Yeshua Amichav, est-ce qu'on a le sentiment finalement que malgré l'arrivée au pouvoir d'Al-Sisi, les Égyptiens sont encore et toujours mécontents? Écoutez, d'abord, ils ont bonne raison de l'être. C'est un pays qui reste en crise économique, avec un niveau de vie extrêmement bas, un taux d'analphabétisme extrêmement élevé. Donc, je pense que s'ils sont mécontents, ils ont bonne raison de l'être. Moi, je pense qu'il est encore quand même Al-Sisi dans la première phase de son retour au pouvoir. Ça commence à se terminer, mais il est encore dans une phase quand même de, je dirais, fin de réorganisation. Ceci dit, il a l'air quand même d'assurer aux commandes parce qu'on voit par exemple son intervention énergique maintenant finalement, je dirais, dans le Sinaï. On voit son jeu diplomatique astucieux que vous évoquiez tout à l'heure entre Washington et entre Obama et Poutine. Donc c'est quelqu'un qui très certainement a pris la mesure de son autorité et du pouvoir qu'il a en main, mais la tâche qu'il a devant lui est une tâche colossale. C'est un pays trop de signes sous Al-Sisi, surtout ces derniers mois, qui font rappeler les Égyptiens de la période d'avant 2011, de la période de Moubarak, de l'intervention de l'armée dans la vie civile, dans la vie quotidienne des Égyptiens. Et Sisi doit comprendre, selon ce que m'a dit hier des supporters et des journalistes égyptiens, il doit comprendre que les Égyptiens d'après 2011 ne sont pas les mêmes Égyptiens d'avant 2011. Il y a plus de cette crainte psychologique des autorités. Hier, les jeunes Égyptiens, les jeunes supporters de football n'ont pas hésité de confronter avec les ordres de la police et de l'armée qui ont intervenu plus tard. Et si le président Sisi veut que le public lui soutienne dans sa bataille anti-terroriste, il doit assurer ce front intérieur. Il faut assurer que la jeunesse soit à ses côtés. Est-ce que la jeunesse sera à ses côtés quand il leur garantira du pain et de la sécurité comme il l'a promis pendant sa campagne électorale? Est-ce que ça commence à être le cas? Est-ce que la vie quotidienne de ces jeunes Égyptiens est en train de s'améliorer? Oui, elle est loin de s'améliorer. Pour le moment, on entend des grands projets qui garantissent peut-être un avenir un peu plus optimiste, mais on est loin d'être dans cet avenir. Mais le pain, le boulot et disons, la stabilité sociale sont un seul aspect. L'autre aspect, c'est la démocratie et la liberté. Tant que les étudiants ne peuvent pas protester dans les universités, tant que les étudiants et les autres couches sociales ne peuvent pas descendre dans les rues, protester contre la hausse des prix, Sisi trouvera toujours des couches qui sont mécontents de la situation. Voilà, pour ce qu'on pouvait dire, la situation en Égypte ce matin. Et de l'Égypte, on va passer à la Jordanie. La Jordanie qui reste unie dans l'horreur. L'opinion publique a toujours soif de vengeance contre Daesh après la mort de son pilote. On se souvient, il a été brûlé vif. Les images ont été publiées la semaine dernière. Alors le roi Abdallah et la reine Rania sont à l'unisson depuis quelques jours avec leur peuple. Cyril, on va essayer de décrypter ces situations avec vous. Est-ce qu'on peut parler d'un réveil national ?
Oui, on Jordanie. peut parler d'un sursaut national. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après cette exécution effroyable, eh bien, la Jordanie est plongée dans le deuil. Vendredi dernier, après les prières hebdomadaires, eh bien, des milliers de Jordaniens, y compris la reine Rania, vous l'avez mentionné, sont descendus dans les rues pour manifester leur soutien avec la famille de la victime. À la télé d'État aussi, on voit un bandeau noir et un médaillon du pilote Moaz El-Kassasbeh qui orne la plupart des programmes de la télé d'État. À la radio aussi, on entend beaucoup de chants patriotiques, en boucle. Donc c'est vraiment une atmosphère de deuil qui règne actuellement en Jordanie. Mais au deuil s'est rapidement substitué donc la colère, vous l'avez dit, c'est tout un pays qui crie vengeance et qui demande à ce que soit tout simplement appliquée la loi du talion, comme le père du pilote Moaz El-Kassasbeh que je vous propose d'écouter. On a un petit souci, on va essayer de l'écouter un petit peu plus tard, mais en tout cas, voilà, oui, effectivement, il a il y a eu cette réaction vengeance, immédiate du royaume hachémite, à savoir la pendaison des deux djihadistes qui étaient incarcérés sur le sol jordanien. Mais visiblement, elle n'a pas suffi à étancher cette soif de vengeance des Jordaniens. Le roi, pourtant, se montre plus déterminé que jamais à en découdre avec l'État islamique. Il a même lancé une opération qui porte le nom du martyr, l'opération martyr El-Kassasbeh, qui a débuté jeudi dernier avec des frappes aériennes très intensives, très massives, contre des bastions des djihadistes en Irak. On parle de Mossoul, notamment avec plusieurs dizaines de djihadistes qui auraient été tués. On dit même que le roi, c'est les rumeurs qui ont été savamment distillées très certainement par le royaume pour rassurer les Jordaniens. Dans les médias jordaniens, le roi en personne, qui est lui-même pilote de chasse et qui, je le rappelle, est général de division. Il avait notamment dirigé les forces d'élite de l'armée jordanienne jusqu'en 99, jusqu'à sa nomination. Certaines rumeurs disaient même qu'il avait en personne participé à ces frappes aériennes. Donc c'est un roi en treillis qui a apparu en chef de guerre et qui veut rassurer les Jordaniens sur la riposte qui se veut sévère donc après cette exécution effroyable. N'empêche, Barbara, le débat au sein des Jordaniens sur le rôle de la Jordanie dans la coalition n'a pas totalement disparu. C'est vrai que les voix critiques sont de moins en moins vocales ces derniers jours, mais ils n'ont pas totalement disparu. Il y a pas mal de prêcheurs, pas dans les mosquées officielles, mais qui critiquent le fait que dès le début, la Jordanie a fait partie de cette coalition, alors que la Jordanie ne devait pas être impliquée directement dans cette bataille, et que les islamistes comprenaient que le régime jordanien, c'est un régime royal. Ils comprenaient très bien le rôle de la famille hachémite dans la vie politique de l'Égypte, et qu'il n'y avait pas une raison immédiate qui devait pousser la Jordanie à faire partie de cette coalition. C'est vrai que ces voix sont moins vocales. J'imagine qu'elles resteront de moins en moins vocales dans les semaines à venir. Mais si la Jordanie devra payer le prix de ces frappes sous forme d'un attentat qui peut avoir lieu en Jordanie, la situation changera. Il faut rappeler la position très particulière de la Jordanie face au groupe de l'État islamique. Jusque-là, la Jordanie se croyait en tout cas épargnée par l'effroi et par les exactions abominables de l'État islamique. Pourquoi ? Parce que l'État islamique s'en prend principalement aux rivales chiites. Je rappelle que l'Irak était un régime chiite, que la Syrie est dirigée par les Alaouites, qui est une branche du chiisme, et que finalement la Jordanie, qui est un régime sunnite, se croyait épargnée. Il y a une place très prépondérante aussi de la famille royale dans la tradition sunnite. Selon la tradition sunnite, la famille hachémite est une descendante directe du prophète Mahomet. Donc, le roi Abdallah avait tendance à minimiser quelque part la menace qui pesait sur son royaume. Autant dire qu'il a aujourd'hui revu sa copie. Voilà, il a revu sa copie et c'est tout le pays qui a été déstabilisé. Vous l'avez dit, les appels à la vengeance se succèdent. On peut écouter à présent le père. Du pilote brûlé vif. Je veux dire à Daesh qu'ils sont des infidèles et des terroristes qui ne connaissent ni l'humanité ni même les droits de l'homme. La communauté internationale doit détruire Daesh, que ce soit avec des pays de la coalition ou avec des pays hors de la coalition. Ils doivent éliminer cet État, le soi-disant État islamique. Est-ce que la Jordanie va revoir le rôle qu'elle joue dans cette coalition internationale, comme l'a fait l'Arabie Saoudite ?
Comme l'ont fait les Émirats Arabes Unis qui ont suspendu leur vol un temps, qui ont repris entre-temps. Alors, visiblement non, puisqu'on a vu, donc, comme je disais, un roi en chef de guerre qui apparaît aux Jordaniens. Alors pourquoi ? Bien, d'abord parce qu'on peut penser très objectivement qu'aujourd'hui le roi Abdallah estime qu'il y a une réelle menace qui pèse sur son pays. Et puis vous savez, la Jordanie est sous perfusion financière de ses puissants alliés, à savoir les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Elle est dépendante financièrement depuis les années 70. La Jordanie est dépendante de ses alliés. On va voir tout de suite une infographie qui nous le montre, une Jordanie sous perfusion financière, donc comme je le disais, avec une aide de l'Arabie Saoudite très généreuse. On estime même à 35% du PIB jordanien que le 35% du PIB jordanien sont issus des revenus des émigrés jordaniens qui travaillent massivement en Arabie Saoudite. Et puis vous savez évidemment, vous connaissez la dépendance militaire de la Jordanie vis-à-vis des États-Unis. Les raids qui ont été menés par la Royal Air Force jordanienne ont été menés avec des avions de chasse américains. Donc c'est une véritable dépendance et militaire et financière vis-à-vis de ses alliés. Alors pour l'instant, les Jordaniens, comme le disait Ali, se rangent assez massivement derrière leur roi, derrière les appels à l'unité du roi Abdallah. Mais à long terme, est-ce que cette unité, est-ce que cette union sacrée va tenir ? On peut se le demander, puisque les Jordaniens finalement sont assez divisés sur la question. Il y a ceux qui soutiennent l'État islamique dans les bastions du sud de la Jordanie. Par exemple, il n'est pas rare de voir des drapeaux noirs de l'État islamique flotter sur certaines maisons. À Amman même, on a vu pendant les manifestations des drapeaux de l'État islamique flotter ici et là. Il y a ceux qui ne veulent pas participer à cette coalition anti-État islamique. Ils accusent même le roi de mener une guerre qui finalement n'est pas la guerre de la Jordanie. Il accuse le roi Abdallah d'être le valet, le laquais des États-Unis. Et puis il y a ceux aussi, il ne faut pas minimiser ceux qui dénoncent la mauvaise gestion de cette crise. La Jordanie aurait dû négocier, quitte à payer une rançon et ne pas se soumettre aux diktats des États-Unis qui eux ne veulent pas négocier avec les terroristes. Comme principe. Le courant salafiste, il est très présent dans la vie des Jordaniens, il est très fort dans la vie des Jordaniens, notamment dans la région rurale. Il ne faut pas oublier que le premier fondateur de ce qui est à présent l'État islamique, Abu Mus'ab al-Zarqawi, c'est un Jordanien de la même région du pilote Muaz al-Kassasbeh. Et donc les racines du mouvement salafiste politique, pas salafiste djihadiste, mais on sait que la limite entre le salafisme politique et est très fine. Et le roi est en train de prendre, à mon avis, un risque, il est en train de prendre un pari très, très délicat pour l'avenir du royaume. Si jamais ce courant salafiste décide à prendre l'arme et à joindre les salafistes, si les Iraniens continuent à s'élargir en Irak et ailleurs, à mon avis, la stabilité de la Jordanie sera en question. Justement, Yeshua Amichav, une fois les émotions vives dissipées après la mort de ce pilote, c'est que la Jordanie, pour sa stabilité, peut se permettre de jouer un rôle aussi important dans cette lutte contre Daesh. Vous savez, moi je voudrais renvoyer à Septembre Noir. La famille royale jordanienne sont des gens occidentaux, très urbains, très souriants quand ils donnent des interviews. Mais quand ils décident de liquider un problème, j'emploie le mot liquider parce que les Palestiniens en ont fait l'expérience en septembre 70 après avoir menacé la couronne jordanienne. Et je crois que ce qu'on voit maintenant, ce ne sont pas des effets de manche. On a vu immédiatement du concret. On n'a pas vu le roi de Jordanie dire si ça va se reproduire, je ne vais plus me retenir. Ce n'était pas des menaces en l'air. Absolument pas. Ça s'est fait tout de suite. Ça s'est fait immédiatement. Je pense que ça ira en s'accroissant. Je pense que si le roi perçoit une vraie menace pour le trône, pour la famille royale jordanienne à l'intérieur du pays, il sévira avec ses gardes les plus rapprochés, qui sont des gardes bédouines, qui sont très fidèles, extrêmement fidèles, dévoués, corps et âme, c'est vraiment le cas de le dire, à la couronne jordanienne. Pardon ? Dont était issu le pilote. Absolument, et je crois qu'il n'y aura pas de quartier, si je peux dire. Il ne faut pas l'apparence bonhomme un petit peu joviale et toujours courtoise et souriante du roi de Jordanie ne doit induire personne en erreur. En 10 secondes, est-ce que la Jordanie pourrait envoyer des troupes au sol pour lutter contre Daesh comme vont le faire les Irakiens? C'est ce qu'on apprend ce matin. Peut-être pas de troupes au sol, mais des unités spéciales, c'est quelque chose qui se prépare déjà, oui. Merci beaucoup à tous les trois. À suivre dans le Morning, la situation reste extrêmement tendue ce matin encore en Ukraine malgré les efforts diplomatiques d'Angela Merkel et de François Hollande. On fait le point juste après un nouveau journal. Ne bougez pas.
Merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer ce matin. Plus de 5000 morts et des négociations sans résultat. Le conflit en Ukraine s'intensifie ces derniers jours entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Angela Merkel et François Hollande ne parviennent pas à faire plier Vladimir Poutine sur la question. Le point en image et on en parle juste après. 2 à 3 jours pour sortir de l'impasse. C'est l'objectif fixé par les Occidentaux pour en finir avec la crise ukrainienne. Tous les regards se portent désormais sur l'initiative franco-allemande, dont les contours ont été évoqués ce dimanche lors d'une conférence téléphonique réunissant tous les protagonistes, y compris Vladimir Poutine. Le président russe semble disposé à jouer l'apaisement. Nous n'allons déclarer la guerre à personne. Nous allons coopérer avec tout le monde. Toutes les mesures qui seront prises, y compris ces pseudo-sanctions, ne donneront satisfaction à personne. À l'égard d'un pays comme le nôtre, elles ne peuvent être aucunement efficaces, bien qu'elles nous portent quelque peu préjudice. Tout juste revenu d'un marathon diplomatique à Moscou, Angela Merkel et François Hollande admettent ne pas être sûrs que leur initiative de paix sera entendue. Mais les chefs de file du camp européen sont déterminés à arracher un accord. En ligne de mire, de nouvelles négociations à Minsk ce mercredi. C'est dans la capitale biélorusse qu'avait été négocié un premier accord en septembre. Tout un symbole. S'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que la solution à cette crise est diplomatique. Voilà pourquoi les efforts doivent être renforcés sur ce plan. Les discussions prévues la semaine prochaine peuvent offrir une excellente opportunité d'appliquer une bonne fois pour toutes les accords de Minsk. Côté américain, malgré les pressions des républicains pour armer l'Ukraine, l'administration Obama privilégie la voie des négociations, tout en préservant un ton menaçant à l'égard de la Russie. Je peux assurer qu'il n'y a pas de division, pas de fracture. Des gens essaient d'en créer une. Nous sommes unis. Nous travaillons ensemble. Nous sommes tous d'accord sur le fait que cette épreuve ne se terminera pas par la force militaire. Nous sommes unis dans notre diplomatie. Plus tout cela prendra du temps et plus les plans de sortie de crise seront ignorés, plus nous serons obligés d'augmenter les coûts sur la Russie et ses complices. En attendant, les Occidentaux prient l'Ukraine de faire profil bas. Mais son président n'en démord pas. Ce week-end, la conférence de Munich lui a donné l'occasion de régler ses comptes une fois de plus avec son voisin. J'ai amené les passeports et cartes d'identité militaires de soldats russes, d'officiers russes qui sont venus chez nous et qui les ont laissés. C'est la meilleure preuve de l'agression et de la présence de troupes russes. Sur le terrain, la situation reste tendue. Au moins 5 soldats ukrainiens et 7 civils ont péri au cours des dernières 24 heures dans l'est du pays. Kiev affirme par ailleurs que les troupes séparatistes pro-russes étaient en train de masser des forces pour une offensive vers Debaltsev et Mariupol, deux villes stratégiques toujours sous contrôle de l'armée ukrainienne. Et on fait le point avec notre correspondante à Moscou, Elena Volodchine. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que les pressions diplomatiques d'Angela Merkel et François Hollande commencent à porter leurs fruits ? Aujourd'hui, pour le moment, les discussions se font au niveau des techniciens qui préparent la rencontre au plus haut niveau pour mercredi à Minsk. Pour le moment, cela se passe à Berlin. Il y a de nombreux points de discorde et pas des moindres lorsque l'on parle de rétablir l'ordre dans une zone où règne le chaos total. D'abord, il y a la question de la démilitarisation. Les Occidentaux proposent une zone démilitarisée de 50 à 70 km, alors que pour la Russie, cela ferait céder trop de positions séparatistes, alors que la Russie veut au contraire leur en faire gagner. Ensuite, il y a le contrôle conjoint de la frontière entre l'Ukraine et la Russie par une force internationale. Dans ces zones en conflit, Vladimir Poutine ne veut pas que le Donbass soit coupé de la Russie, alors qu'actuellement, il n'y a que les combattants séparatistes et les douaniers russes pour contrôler cette partie de la frontière. Tertio, il y a la question de l'envoi d'une force internationale de maintien de la paix en Ukraine sous l'égide de l'ONU. Cette fois, ce sont les Ukrainiens qui ne veulent pas que les Russes y participent. Enfin, pas des moindres, il y a la question du statut du Donbass. Une autonomie accrue devrait être adoptée, mais Kiev pousse pour qu'il y ait de nouvelles élections locales dans le cadre de la législation ukrainienne, alors que sur place, les séparatistes avaient déjà organisé des élections en novembre et que la Russie
Russie demande à ce que les résultats de ces élections soient reconnus, alors que les dirigeants locaux séparatistes sont déjà bien installés dans ces régions de Donetsk et de Lugansk. Ouais, on comprend bien, Elena, de nombreux points de discorde entre Kiev et Moscou. Les États-Unis ont annoncé la semaine dernière qu'ils envisagent d'armer les forces ukrainiennes. Est-ce que c'est cette mesure qui changera la donne ou est-ce que la clé se trouve dans davantage de pression économique sur la Russie ? Alors vous savez, il faut relativiser le pouvoir de l'Occident à faire pression sur Vladimir Poutine, qui a tout de même pour modèle une époque où la Russie se passait totalement de l'Occident. Du moins, Vladimir Poutine voudrait revenir à cette époque ou s'en rapprocher le plus possible, mais il faut aussi relativiser ses capacités à le faire. Le monde a changé, la Russie a aujourd'hui des liens commerciaux et économiques avec l'Occident que tout le monde a intérêt à conserver. Quant au mot lui-même que vous employez, la pression, ça Vladimir Poutine, par son caractère, ne veut pas en entendre parler. Son but, c'est précisément de hisser la Russie au rang de puissance mondiale, souveraine dans sa région du monde, dans sa moitié du monde en fait, alors que les États-Unis pour le moment veulent avoir l'hégémonie selon lui de l'influence internationale. Donc c'est lui qui entend mettre la pression en fait, Vladimir Poutine. Évidemment, la pression il l'a, les sanctions ont fortement aggravé la crise économique et si tout allait bien, Poutine n'aurait pas envoyé cette proposition à Hollande et Merkel pour que ceux-ci entament cette médiation de la dernière chance. Merci beaucoup Elena depuis Moscou. Alors précisément, le caractère de Vladimir Poutine, on va en parler. Il a son influence sur cette crise. Je vais citer le vice-président américain. Il a dit ce week-end, Myriam, à Munich, que trop souvent, le président Poutine a promis la paix, mais a livré des chars. Vladimir Poutine, champion du mensonge diplomatique ? Ça a été relevé à plusieurs reprises par les Américains notamment, mais pas seulement. Alors vous l'avez dit, dialogue, voie diplomatique, on essaye de négocier. Il faut savoir et avoir à l'esprit que Vladimir Poutine a à plusieurs reprises, vous l'avez dit, affirmé qu'il n'a pas pris part à ce conflit, que la Russie n'est pas impliquée dans le conflit en Ukraine, en tout cas pas officiellement. Alors deuxième point, le président russe, à chacune de ses déclarations, semble plutôt conciliant. On regarde. Nous n'allons déclarer la guerre à personne. Nous allons coopérer avec tout le monde. Toutes les mesures qui seront prises, y compris ces pseudo-sanctions, ne donneront satisfaction à personne. À l'égard d'un pays comme le nôtre, elles ne peuvent être aucunement efficaces, bien qu'elles nous portent quelque peu préjudice. Alors Vladimir Poutine qui répète à qui veut l'entendre qu'il ne veut pas la guerre, autrement dit, nous ne sommes aucunement impliqués dans cette guerre, elle n'est pas la nôtre. Il y a deux mensonges. Contre-vérité, enfin appelez ça comme vous voulez. D'abord, nous ne sommes pas impliqués. Il y a des preuves sur le terrain que on les image, les passeports de ces soldats russes. Tout de suite, on va écouter justement le président ukrainien. J'ai amené les passeports et cartes d'identité militaires de soldats russes, d'officiers russes qui sont venus chez nous et qui les ont laissés. C'est la meilleure preuve de l'agression et de la présence de troupes russes. Donc vous voyez, à ça répond la Russie que non, en fait c'est un montage. Est-ce que vous connaissez Donc les Russes continuaient évidemment de nier. Encore une fois, écoutez Sergueï Lavrov cette fois. Ces négociations vont continuer comme vous le savez. Nous estimons qu'il est tout à fait possible d'avoir des résultats et de tomber d'accord sur des recommandations qui permettront aux deux côtés de vraiment dénouer le conflit. Ouais. Vraiment dénouer le conflit, parole, vous connaissez la chanson ? Bien sûr. C'est exactement ce que les Américains ont dit aux Russes. Nous devons juger les accords de Minsk ou tout autre accord que la Russie entreprend par les actions que les Russes prennent sur le terrain et non par le papier qu'ils signent. Au vu de l'histoire récente de la Russie, nous devons juger sur des actes et non sur des mots. Ne nous dites rien et montrez-nous, président Poutine. Trop souvent, le président Poutine a promis la paix et livré des tanks, des troupes et des armes. Voilà, attention, on le sent entre Washington et Moscou. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que les Américains épinglent comme ça les mensonges de Vladimir Poutine. Mais non, en tout cas, rappelez-vous l'année dernière, en mars 2014, la Maison-Blanche avait publié sur son site internet 10 points, 10 mensonges qu'ils ont repérés dans le discours de Vladimir Poutine. Et puis depuis le début du conflit, ils sont nombreux en Occident à dire que Vladimir Poutine ment évidemment par rapport à ce qui se passe en Ukraine notamment. Mais bon, vous l'avez dit, il cherche une voie diplomatique plutôt que militaire. Et qui dit voie diplomatique dit évidemment avaler quelques couleuvres russes.
Voilà, conférence de Minsk qui se tiendra donc mercredi pour tenter de dénouer cette crise. On suivra évidemment cette affaire. Merci beaucoup. Miri Betsabé, bonjour. Bonjour Barbara. Allez, on parcourt avec vous le reste de l'actu internationale, en tout cas vos clics, votre sélection de l'actu internationale ce matin. Et on commence avec ce duel entre les candidats FN et PS dans le Doubs. C'était évidemment le deuxième tour de la législative partielle hier. Oui, c'était le duel Sophie Montel contre Frédéric Barbier, très suivi par la presse française, et pour cause. Ce scrutin pouvait être perçu comme ayant une valeur de test national, écrit RFI, et grâce à ce scrutin, le PS a rompu la spirale de l'échec électoral. Une gauche qui a su se mobiliser, souligne le média, pour faire barrage au Front national. C'est donc le socialiste Frédéric Barbier qui l'a remporté, même si il l'a remporté d'une courte tête. On ne parle que d'un petit millier de voix, 863 électeurs, une victoire du doux des lèvres, titre Libération, qui n'oublie pas de relever de son côté que le Front national s'est offert une spectaculaire percée électorale. Quant à l'UMP, il trinque, titre Courrier international. Le week-end dernier, leur candidat Charles Demouge, pourtant favori, est arrivé seulement 3e et accessoirement dindon de la farce, sans compter qu'ensuite l'UMP a été confronté à l'épineuse question de la consigne de vote. Un caillou dans la chaussure de Sarkozy, qui a opté pour la position du nini, avec pour résultat alarmant, écrivait d'ailleurs il y a quelques jours le New York Times outre-Atlantique, cette presque victoire du Front national. Voilà pour la France. Et puis dans votre sélection ce matin, on reparle aussi de SwissLeaks, ces révélations sur un système de fraude fiscale internationale. Et vous allez voir qu'on ne quitte pas vraiment la France, en fait, avec en ligne de mire donc la banque HSBC et les bases de données donc récupérées par l'administration fiscale française, qui semblaient anonymes au premier coup d'œil. Il y a quelques années, les clients français qui se sentaient protégés peuvent désormais trembler. Déjà hier, Le Monde publiait 3 visages de la fraude fiscale, à Gad Elmaleh, Jacques Desange, Arlette Ritchie, qui est l'héritière de Nina Ritchie, qui figure sur la liste des nombreux Français ayant un compte dans la filiale suisse de la banque HSBC. Ce matin, ce sont pas moins de 1001 visages des évadés fiscaux qui sont évoqués par le quotidien. Et oui, après plusieurs coups de tamis, finalement, les 120 000 lignes du fichier révèlent en fait un peu moins de 3000 noms français. Alors des clients au profil varié. Il y a aussi bien des personnalités que des anonymes, même si Le Monde se dit quand même qu'il n'est pas forcément difficile de se cacher derrière une personnalité comme un parent ou une connaissance. Voilà pour ce scandale HSBC. Allez, on part pour l'Inde avec, vous me dites, des commandos de l'amour. Voilà, en Inde où les mariages arrangés, on le sait, sont encore pratiques communes. Le Point, comme une large partie de la presse raconte, cette association Love Commando, ça s'appelle, qui vient au secours de couples mis au banc de leur famille. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent se marier par amour. Alors à l'origine, Love Commando a été créé par un ancien journaliste pour aider un jeune homme qui avait été accusé à tort de viol, carrément, pour empêcher son mariage. C'était en 2010. Aujourd'hui, l'association héberge des couples en fuite, 14 heures, 14 mois. Ainsi, à New Delhi, Love Commando compte 7 appartements d'accueil pour ces couples en fuite, d'autant que fuir est souvent une nécessité. On rappelle que l'hostilité des familles va parfois jusqu'au crime d'honneur, perpétré par des proches ou par des anciens du village pour protéger, disent-ils, la réputation familiale. On parle toujours d'amour, plus légèrement. On l'a dit, la semaine prochaine sort le film 50 nuances de Grey. Vous nous parlez ce matin d'industrie parallèle à la sortie de ce film. De produits dérivés qui sautent sur l'occasion de ce film torride. Le Guardian en profite pour nous donner quelques exemples de ces joujoux, regardez, qui ont sauté sur la popularité du film, comme ce jeu de société dont tout le monde parle, nous dit le quotidien britannique, sauf que les questions, on l'aura compris, tournent autour de votre feu intérieur, de votre vie sexuelle, de quoi mettre de l'ambiance à la maison entre cousins. Puis alors il y a ces accessoires ou body pour le bébé, si vous êtes en panne de cadeaux de naissance, avec écrit par exemple, il y a 9 mois, papa et maman ont lu 50 nuances de Grey. Ou encore une idée de cadeau peut-être plus pour la Saint-Valentin, ce petit ours, l'ours Christian Grey, du nom donc du héros, avec ses petites menottes toutes mignonnes. Et son masque. Et son masque, ça m'avait échappé presque.
C'est les menottes qui m'avaient attiré l'attention. Je comprends. Et on finit, Betsabé, avec les Grammy Awards. On finit rapidement. Bravo au chanteur Sam Smith, britannique de 22 ans seulement, sorti néanmoins grand vainqueur de la 57e cérémonie des Grammy Awards. Il a remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur nouvelle artiste, de l'enregistrement de l'année ou encore de la meilleure chanson. Cette chanson, c'est Stay With Me. On écoute quelques notes. Allez. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. Sam Smith, Sam voilà. Smith. 4 prix hier au Grammys. Merci beaucoup, Betsabé. 22 ans à Merci, suivre. Myri. On parlera d'une autre cérémonie après un nouveau journal. C'était les BAFTA, l'équivalent des Oscars britanniques. C'était hier soir aussi, à Londres. Nous sommes le lundi 9 février. Merci de vous réveiller en notre compagnie. On est ravis d'être avec vous, Rudy. Vous êtes ravis ? Partagez, voilà. Allez, on passe en revue ce qui fait le buzz ce matin sur Internet avec vous, comme tous les matins, Rudy. On commence par la polémique du jour. Elle a été provoquée par un tweet de Jean-Christophe Cambadélis. Il a comparé, mais sans vraiment le faire finalement, Israël à Daesh. En tout cas, il s'en est expliqué, mais c'est vrai qu'on se demande si c'est une maladresse ou un pavé dans la mare. En tout cas, ce tweet a créé du remous dans le monde politique et au-delà. On va le voir en question. Le tweet en question, c'est donc le tweet du premier secrétaire du Parti Socialiste. Ce sont des mots prononcés hier sur Radio J lors d'une interview et relayés donc sur son compte Twitter. On identifie la communauté juive à Israël et on identifie les musulmans à Daesh. C'est le même raisonnement. Je suis contre. Voilà un tweet qui, pour certains, donc, met au même niveau les islamistes de Daesh et l'État d'Israël. Les réactions, notamment à droite, du côté de l'UMP, ne se sont pas faites attendre. Le maire de Nice, Christian Estrosi, parle d'une honte, tout simplement, indigne de sa fonction. Dans la même veine, Éric Ciotti, lui, parle d'un scandaleux et odieux dérapage. Pour lui, Cambadélis n'est plus digne d'exercer ses responsabilités à la tête du PS. Alors très vite, le premier secrétaire du PS a précisé sa pensée dans un nouveau tweet en effaçant le précédent et a rétorqué à ceux qu'il appelle les Dupont et Dupont de la politique. Pour lui, il se chauffe sur des manipulations douteuses et dire qu'ils veulent être ministre de l'Intérieur. Alors Aurore Berger, elle, jeune militante UMP, renvoie Jean-Christophe Cambadélis à un article de l'Express qui parle de la manière dont les femmes sont traitées par Daesh et invective le premier secrétaire du PS. Alors pour mes mots camarades, Daesh, c'est ça. Voilà, et beaucoup d'autres réactions sur Internet? Alors, il n'y en a pas énormément, mais on trouve des tweets d'indignation, mais certains jouent la carte de l'humour, un peu comme d'habitude, en tentant de lancer un hashtag « parle comme Cambadélis », et donc on nous sort avec ironie, par exemple ce tweet, on identifie les anciens gauchistes comme Kamba au stalinisme, on identifie les Allemands aux nazis. Je suis contre, évidemment, en référence donc au tweet de Cambadélis qui a fait polémique hier soir. Allez, une autre affaire qui agite le web, c'est cette otage américaine qui aurait été tuée par des frappes jordaniennes contre le ce week-end. On en est où de cette affaire? Alors, elle a 26 ans, elle s'appelle Kayla Jane Muller, c'est toujours l'incertitude. C'est une humanitaire chevronnée qui a servi au Darfour, par exemple. Elle aurait été enlevée en août 2013 alors qu'elle servait dans un hôpital de la Croix-Rouge du côté d'Alep. Elle aidait les populations syriennes qui fuyaient le conflit. Alors depuis un an, son nom n'avait pas été révélé pour des simples questions de sécurité, mais des liens avaient déjà été faits entre les parents et les ravisseurs. Et donc vendredi, Daesh a annoncé la mort de cette jeune femme suite à un bombardement jordanien, précise Daesh.
Pour elle, il n'y a pas eu encore de photos de l'otage. Les seules preuves qui ont été avancées sont les preuves d'un bâtiment détruit en disant que l'otage se trouvait ici. Et une légende précise donc que ce sont dans ces décombres qu'elle a péri. Puis sur les réseaux sociaux, les comptes proches des djihadistes diffusent aussi les coordonnées de la jeune femme comme preuve de sa détention. Mais on sait très bien qu'elle a été enlevée ça ne fait aucun doute, Daesh. elle est otage. Voilà, la question c'est de savoir si vraiment elle a été tuée dans ces Pour bombardements. l'instant, il n'y a pas de preuve. Alors sur les réseaux sociaux, les premières réactions furent celles du deuil aux États-Unis, et Washington donc a démenti dans le week-end en assurant ne disposer aucune preuve de sa mort. Côté jordanien, on a certes intensifié les frappes, 56, mais cela dit, le ministre jordanien des Affaires étrangères, Nasser Al-Joudé, lui parle de vieilles ruses de terroristes et se demande même d'ailleurs s'il est possible d'identifier la nationalité de l'avion qui vous bombarde à des milliers de kilomètres. Évidemment. Donc beaucoup d'éléments contradictoires qui donneraient espoir à la famille de Kayla finalement. Oui, les parents sont pleins d'espoir et ils ont envoyé un message public aux ravisseurs de Daesh et disant voilà, nous restons pleins d'espoir, nous vous avons envoyé un message privé, nous vous demandons de répondre en privé, donc ils veulent régler ça entre eux. Vous nous avez dit que vous traitiez Kayla en invité, en tant qu'invité, sa sécurité et son bien-être sont de votre responsabilité. Donc sur les réseaux sociaux, on est passé de Rest in Peace à Pray for Kayla ou Candle for Kayla, une campagne pour demander sa libération, en tout cas demander d'avoir des nouvelles. Alors rappelons quand même que sur les 23 otages qui étaient détenus par Daesh, 15 ont été libérés contre des versements de rançon, 6 ont été tués, on s'en souvient, avec des images spectaculaires, et 2, John Cantley et c'est le journaliste britannique, et donc Kayla Jane Muller seraient donc encore en vie selon le New York Times. Voilà pour Daesh, un peu de douceur avec les suites des aventures de James Robertson. Vous nous en parliez la semaine dernière. Absolument, je vous avais parlé de lui jeudi dernier exactement. Il a depuis 10 ans 33 km à faire par jour pour se rendre et revenir de son usine située dans la banlieue de Détroit, ex-Motor City en déclin, on en avait parlé. Son histoire a créé l'émotion aux États-Unis. Alors je vous avais parlé de cette levée de fonds organisée par un internaute, un jeune étudiant qui s'appelle Evan Liddy, un étudiant. À la base, il espérait lever $5,000 et voilà, vous regardez la somme qui a été récoltée. Ça a été fermé hier soir, donc à $342 000. Effectivement, un peu plus. Tout ça en à peine une semaine. Alors, dans un premier temps, il avait refusé cet argent. Il souhaitait que cet argent aille au financement d'un service de bus pour sa ville et pour ses concitoyens. Mais aux États-Unis, on aime les vrais happy end. C'est pourquoi le concessionnaire Ford de la ville a décidé, à grand renfort de médias et de fans, de lui offrir rien de moins qu'une voiture rouge flambant neuf. Alors évidemment, il est fan, il aime beaucoup cette voiture. Regardez, il est très content, il n'a pas refusé le cadeau. Une histoire donc qui finit bien et surtout met un coup de projecteur sur les problèmes de transport et d'abandon de cette ville de Détroit, ex-Motor City, totalement dans le déclin aujourd'hui. Et on finit avec une Miss qui, elle, va vraiment apporter la paix. Oui, c'est un grand classique de dire que les Miss apportent la paix et veulent la paix dans le monde, mais cette fois, Miss Colombie pourrait vraiment participer à faire vraiment la paix. Pauline Vega, 22 ans, Miss Colombie, fraîchement élue Miss Univers. Elle a été invitée via la page Facebook des FARC à participer au pourparlers de paix entrepris avec le gouvernement colombien. Ça se passera à la Havane. Alors cette invitation n'est pas arrivée par hasard, elle n'est pas arrivée toute seule, car avant son élection, dans des interviews, Pauline Vega s'était dite prête à se rendre à la Havane pour que la paix soit enfin signée. Fin de citation. Alors les FARC ont donc répondu via leur page internet. Rappelons que le conflit qui oppose depuis 50 ans l'armée colombienne aux FARC a fait 220 000 morts et plus de 5 millions de déplacés. Demain, promis Barbara, je vous parle de chars. Vous me le promettez tous les jours, non, mais là, et vous ne le faites jamais. Non, mais là, j'ai juste gardé le suspense. Mais il y a un phénomène qui consiste à se mettre un chat sur la tête en forme de chapeau. Vous verrez ça demain. De mieux en mieux, Rudy. Merci beaucoup, restez avec nous. On parle de culture aussi ce matin. On va parler cinéma dans un instant. Mais d'abord, ce retour triomphal du sculpteur Botero dans son pays natal, la Colombie. Fernando Botero a pour l'occasion repeint entièrement une rame de métro. Regardez à quoi ça ressemble avec David Combat. Medellín, autrefois connue pour son dangereux cartel de drogue, cette métropole de Colombie est aussi la ville natale du plus connu des artistes sud-américains, Fernando Botero. Sculpteur, aquarelliste, ce sont les femmes aux formes voluptueuses qui ont donné à l'artiste cette patte si particulière. Le grand public le connaît aussi pour ses scènes de cirque et pour les figures religieuses qu'il a peintes.
Âgé de 82 ans, il est une véritable star de l'art en Amérique du Sud et plus particulièrement à Medellín, où il est réellement vénéré. Le Museo de Antioquia, l'un des plus respectés de Colombie, expose sa série sur le cirque. Un événement qui prend encore plus d'ampleur lorsque le maestro en personne décide de s'occuper de la campagne de publicité. Une rame de métro repeinte entièrement par Botero. Renommé le train de la culture, c'est l'objet d'une véritable fierté pour les habitants de Medellín. Une exposition qui a donné une bonne raison au maestro d'effectuer une sortie publique. En se rendant à l'expo en métro, puis en effectuant le reste à pied, il a pu mesurer sa popularité sans faille auprès des habitants de la ville. Il a aimé le décor, il est très heureux à Medellín. Très content de voir que ça commence à prendre, que l'exposition a de plus en plus d'impact. Mais il était très content du métro. Le Museo d'Antioquia a ces dernières années eu la chance de recevoir de nombreux dons du célèbre artiste. Toiles, esquisses, sculptures, outre le cirque, il compte dans sa collection permanente plus de 187 œuvres du maestro. Plus que n'importe quel autre musée au monde. Voilà, et on parle cinéma à présent avec vous, Laetitia, bonjour. Allez, on parle des BAFTA, 68e cérémonie hier, c'est l'équivalent des Oscars britanniques en quelque sorte. Alors, qui a été récompensé hier soir? Alors, c'est le film Boyhood qui a remporté à la grande surprise à la plupart des prix. C'est du coup du réalisateur Richard Linklater. La cérémonie se passait à Londres. 3 BAFTA a été remporté par Boyhood, dont le plus prestigieux, celui du meilleur film. Qui s'est donc Boyhood imposé face à Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, à Imitation Game de Morten Tildum, à Birdman, mon grand préféré de Alejandro González Iñárritu, et à Une merveilleuse histoire de temps de James Marsh. Le film est reparti aussi avec le BAFTA du meilleur réalisateur pour Richard Linklater, qu'il a donc piqué à Alejandro González Iñárritu, qui est grand favori en tout cas pour les Oscars, et le meilleur second rôle a été remporté par l'actrice du film, Patricia Arquette. L'histoire... le film Boyhood. Boyhood, en fait, ce qui est très extrêmement... Pour avoir vu tous les films qui étaient nominés au BAFTA, qui sont nominés aux Oscars, disons que c'est pas mon préféré, mais sur l'exceptionnalité du film, c'est-à-dire le film a été tourné sur 12 ans en fait. Il a commencé son tournage en 2002 et s'est terminé en 2014. Il a suivi les mêmes acteurs, donc quand on voit le jeune héros qui a été casté, il a été casté à 8 ans et il en a 20 ans. Voilà. Calcul plus 10, calcul le matin. C'est ça. Donc voilà, il en a 20 ans à la fin du film. Et Tanouk et Patricia Arquette ont aussi été suivis donc de 2002 à 2014. C'est ça l'exceptionnalité du film. Après, c'est intéressant de voir l'évolution il n'y a jamais un film qui a été fait de cette manière-là, mais c'est vrai qu'en termes cinématographiques, Birdman pour moi devait vraiment remporter tous les prix. Meilleur acteur pour Eddie Redmayne, qui est donc qui est le héros d'une merveilleuse histoire de temps du Britannique James Marsh. Meilleur BAFTA du meilleur film britannique également. Et du côté des actrices, c'est Julianne Moore qui confirme bien son statut de favorite pour les Oscars en remportant le BAFTA de la meilleure actrice pour Still Alice, dont on va regarder tout de suite un extrait. Still Alice. To the most beautiful and the most intelligent woman I've known in my entire life. Welcome, Dr. Alice Howland. I hope to convince you that by observing these baby steps Alice, where the hell were you? Went for a run. Well, I hope you enjoyed that because you completely blew our dinner plans. I need to talk to you. I got something wrong with me. What's going on? Oh boy. He's gonna break up or... No. I have Alzheimer's disease. Early onset. Oh my God. Voilà, c'est typiquement le genre de rôle qui sont pressentis pour les Oscars, etc. C'est-à-dire que Julianne Moore est définitivement favorite pour les Oscars. Elle est absolument extraordinaire. Elle est toujours extraordinaire, Julianne Moore. Ce qui est fou, c'est qu'elle passe du comique au drame. On l'a vu dans Maps to Star. Elle a remporté le prix d'interprétation à Cannes avec Maps to Star de Cronenberg. Elle était fabuleuse dans une espèce de dépressive complètement starbée. Et c'était incroyable à regarder. Et là, on la retrouve malade d'Alzheimer. avec atteinte d'Alzheimer.
extrêmement poignante. On continue avec les prix. Le film Imitation Game sur la vie du génie des mathématiques Alan Turing faisait partie des favoris et finalement est reparti bredouille. C'est néanmoins un film que je conseille vraiment à tous nos téléspectateurs d'aller voir s'ils ne l'ont pas encore vu. On fait un petit tour du red carpet parce que les cérémonies, les de prix, c'est quand même les robes. Ça. On va regarder tout de suite Amy Adams, qui, elle, était habillée en l'an 20 sur le red carpet de ces BAFTA britanniques. Est-ce qu'on a ces images d'Amy Adams dans sa jolie robe, voilà. Donc habillée en l'an 20. Amy Adams qui était venue pour défendre son titre dans Big Eyes de Tim Burton. Rosamund Pike en Roland Mouret, qui, elle, venait défendre sa place pour Gone Girl. Keira Knightley en Giambattista Valli. On avait aussi Felicity Jones, qui, elle, était habillée en Dior. Julianne Moore, justement, dont on parlait, était habillée très 70s avec cette magnifique robe rouge. Elle a beaucoup porté du rouge, cette robe Tom Ford. Patricia Arquette en Pamela Roland et Benedict Cumberbatch qui était en Alexander McQueen. Ce couple a fait le buzz. Magnifique, j'adore. Léa Seydoux et Monica Bellucci en Prada et Alaya, et puis Eddie Redmayne qui a remporté meilleur acteur en Armani avec sa femme Anna Bagshaw et en Valentino. Voilà pour ce red carpet au BAFTA. Merci, je suis satisfaite d'avoir vu ces jolies robes de bon matin. Un festival qui se tient en ce moment même, c'est la Berlinale, évidemment, le festival du film de Berlin. Un petit mot aussi. Alors, on va très rapidement parler du point fort, en tout cas le film dont beaucoup de monde parle. Je vous en parlais d'ailleurs la semaine dernière. Jafar Panahi, qui est donc ce réalisateur iranien, a présenté son tout dernier film qui s'appelle Taxi. C'est quelque chose d'assez exceptionnel puisqu'il a en fait tourné un film dont on ne sait pas vraiment si c'est un documentaire ou un film où il interprète un chauffeur de taxi et il y a différents personnages qui vont venir pour avoir une course, qui montent dans le taxi pour effectuer une course, et à travers donc tous ces personnages on découvre la société iranienne dans son cœur, et on retrouve surtout évidemment une critique, mais aussi beaucoup d'amour de la part de ce réalisateur Jafar Panahi pour son pays d'origine dont il a été banni pour une sentence de 20 ans. Voilà pour ce film iranien Taxi, merci beaucoup Laetitia, merci mon petit chat, je vous dis à demain. Merci à vous d'avoir été avec nous, passez une très belle journée, portez-vous bien.